Salut, je m'appelle Xavier Garny et je vous souhaite la bienvenue sur Studio Wakepark, la chaîne dédiée à l'actualité du ski nautique et du wakeboard en France. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de After Sesh, la série de podcasts où on donne la parole à ces personnalités passionnées et passionnantes qui agissent au quotidien pour le développement de notre sport. Je vous souhaite de passer un bon moment en notre compagnie et je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Twitch, YouTube et Instagram. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Xavier Decour, le fondateur et patron de La Source Wakepark. Salut Xavier. Salut Xavier. Merci de nous accueillir ici à La Source. Avec grand plaisir. C'est trop sympa. On est sur la terrasse, tranquille, il fait encore beau, il fait chaud. Est-ce que tu peux nous dire exactement où on est? Alors on est à Carbone, au sud de Toulouse, 35 minutes au sud de Toulouse, sur une ancienne gravière qu'on a récupérée en 2015 pour créer La Source Wakepark, qui a bien grandi depuis. Ouais, j'étais passé en 2016 ou 2017 et dis donc ça a bien grandi, ouais, c'est impressionnant le taf qui a été fait, bon, on va en parler. Mais avant de parler de La Source, est-ce que tu peux te présenter toi-même? Qui es-tu? D'où viens-tu? Alors, Xavier, moi je suis d'origine belge, j'ai vécu à Lille une grande partie de ma jeunesse jusqu'à déménager ici à Carbone pour créer La Source. À la base je suis architecte. Et puis un virage dans la vie en général et professionnellement pour créer La Source, voilà, ce qui est né d'une passion pour le wake. Et avec le fil du temps est devenu un peu plus qu'un wake park par rapport aux demandes locales notamment. Mais bon, avec toujours la passion vraiment pour le wake, qui a un peu évolué sur le wake skate depuis un an. Ah ouais, on a vu ça tout à l'heure, ouais. C'était plutôt chaud, ouais, en wake C'est la skate. quarantaine. Ah ouais, c'est la crise du wake skate, C'est la ça. quarantaine. C'est ça. À 40 ans, on veut refaire du skateboard. Donc là, bon, en l'occurrence du wake skate, mais je pense que c'est dans la lignée. Ouais. Voilà. Et du coup, tu avais découvert le wake comment? D'où elle est venue cette passion? Alors à la base, je viens du kite. On naviguait beaucoup à Dunkerque sur la côte d'Opale avec les copains. Et un jour, pas de vent. Et puis il me propose d'aller faire du wake sur un câble. Alors pour moi c'était un câble, donc il m'explique un peu. C'est un câble qui fait le tour d'un lac. Bon, je l'ai suivi à Neulémine. Ouais, ah oui. Et puis dès la première session j'ai accroché. Et dans le premier mois j'allais faire beaucoup moins de kite, je les accompagnais moins, j'allais plus au wake. Je pense à l'époque j'en faisais avec ma planche de kite, parce que de toute façon il n'y avait pas de module. Et c'était apprendre les blocages. La deuxième année, je me suis acheté un pack. Ouais. Et puis je pense que déjà la deuxième année, je me suis dit un jour, je montrerai mon kite. Ah ouais, dès la deuxième. Mon parc, quoi. Ouais, Ah ouais. ouais. Ambitieux. Et 3 ans à tourner en rond à Neulémine sans module. Donc, En plus, il n'y a pas tout le temps de l'eau à Neulémine, des fois ils ferment. Alors à plutôt l'époque, il y en avait. Ouais. C'est vrai que maintenant, ils ont un petit souci de fuite. Mais à l'époque, on avait de l'eau, mais c'était spécial, quoi. Et pas de module, du coup. Pas de module, donc faire des tours, juste faire des blocages devant la motrice. Mais bon, quand on fait ça pendant 3 ans, c'est que je pense qu'on a bien accroché. Ouais. Et puis après le spin a ouvert le premier câble en Belgique. Donc on allait pas mal au spin. Et puis après, BCP qui était plus proche de Lille. Passe saison au BCP. Et puis après La Source. Ok. Et en parallèle de ta découverte et de la passion pour le wake, tu bossais encore à côté? Alors à l'époque, j'ai commencé en cabinet d'archi classique, et puis après j'ai intégré Decathlon au service immobilier. J'étais architecte pour eux, donc on construisait les bâtiments. Et puis bon, ça permettait quand même de garder le contact avec le sport. Là, ça laissait le temps de faire pas mal de sport, notamment du wake. Et je pense que ces Decathlon m'a quand même pas mal permis d'avoir des savoir-faire, notamment sur la gestion, montage projet, pour créer La Source. Ouais. Enfin, dans mon domaine, en tout cas immobilier, ça a été un plus. Ouais. La dynamique de l'entreprise, l'état d'esprit déjà de Decathlon, ça aide, quoi, c'est ça? Ça aide, et puis bon, c'est quand même une bonne école, hein, quoi qu'on en dise. Enfin, sur mon métier, c'était quand même une bonne école, parce que on était super libre. En tant qu'archi, ils prennent un archi en se disant on n'a pas besoin de voir ce qu'il vaut, il est diplômé. Donc on avait pas mal de
pas mal de liberté, et notamment au niveau des emplois du temps. Parce que j'avais la chance de pouvoir gérer mon emploi du temps, donc de pouvoir pratiquer le wake un peu quand je voulais. Ah, ça c'est cool. Et puis de bouger pas mal en France à l'époque. Et dans les bagages, j'avais le droit de prendre ma board. Et puis une fois que j'avais terminé mon taf à Bordeaux, un peu partout en France, je pouvais aller faire du wake, donc ça c'était cool. Donc tu en as profité déjà à cette époque pour repérer un peu ce qui se faisait dans les autres parcs peut-être? Alors moi j'ai beaucoup d'influence sur ce qui se fait en Belgique et en Allemagne. C'est un peu pour ça que la source peut-être est différente des autres câbles qu'on peut voir en France, notamment sur le bâtiment, qui est un bâtiment en dur. On voulait tout de suite ça. On avait voilà, nos références, c'était le Spin, le BCP, Langenfeld, l'Excite Paradise. Tout de suite un niveau dessus quoi. Ben, il y a l'offre Wake et puis il y a aussi les à côté. Et puis bon, quand on commence à être exploitant d'un téléski, on se rend vite compte que les à côté sont d'un point de vue financier aussi important que le câble, voire plus. Tout à fait. Voilà. Ok. Et donc arrive 2015, l'année où tu vas fonder la source avec ta femme? Avec ma femme à la base, oui. Bon, elle est toujours associée dans la boîte, mais elle est repartie un peu plus sur son métier d'archi aussi. Voilà, la source ayant atteint une certaine maturité, on s'est dit que ce serait bien de séparer un peu le perso du pro. Ouais. Parce que quand on bosse en pro, après on rentre à la maison, on parle que ça, bien sûr. Et puis voilà, ça enrichit plus forcément la vie personnelle. Donc c'était une décision qu'on a prise et qui nous convient bien. Ouais. Mais c'était sympa quand même de monter un tel projet avec ça. Oui, de toute façon, sans elle, tout ce qui est identité visuelle, etc. de la source, c'est elle qui l'a fait. Ah ouais, voilà. Ça c'est sympa. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on remarque tout de suite par rapport à d'autres téléskis qui ont peut-être une identité moins forte. Là, on reconnaît tout de suite le logo, on reconnaît tout de suite l'ambiance. Le logo, on l'a fait faire par des amis qui sont à Bordeaux. Mais bon, c'est elle qui a quand même drivé le truc à l'époque. Et puis après, tout ce qui est le reste, l'affichage, l'identité visuelle sur le site, c'est vraiment elle qui a géré. Ouais. Donc moi, je suis la partie technique. Et puis elle, c'est vraiment la partie... ce qu'on peut voir de la source à l'extérieur, c'est vraiment c'est son travail à elle. On peut peut-être donner son nom quand même. Aneta. Ouais. Qui ride aussi. Qui ride aussi, vous ridez tous les deux encore à fond. Ouais. C'est trop bien. En tout cas, de voir un projet monter comme ça ensemble, en amoureux, c'est trop cool. Et puis, ça fait rêver 7 ans après, d'être encore ensemble aussi. Ouais. Avec des enfants. Un petit garçon. Un petit garçon qui va bientôt rider, qui ride. On veut pas trop le pousser, on se dit qu'un jour ou l'autre il aura le déclic. Ouais, carrément. Bon, maintenant il est quand même vachement attiré par le truc. Ouais. De voir il est dans un univers ici avec pas mal de bons riders. On a la chance d'avoir des bons riders chez nous. Et puis on a ouais, c'est un peu une petite famille quoi. Donc il est le petit au milieu de tout ça. Donc il y a un moment où ça va forcément. Un moment ça va être l'or, c'est sûr. C'est obligé, ouais. Ok. Raconte-nous peut-être un peu la genèse du projet, ou en tout cas la première année, comment ça s'est monté, comment c'est parti. Alors, nous, on avait le projet, ça a quand même mis au moins 3-4 ans avant de trouver le plan d'eau ici. On a fait des essais, on a participé à des concours. On a été finaliste sur le TNX d'ailleurs. On était en finale contre EXO. Donc on a perdu parce que pas assez de références. Et puis voilà, il y a eu, je pense, on était trop jeunes peut-être pour le jury, et puis EXO, beaucoup de références, avec Alex Cazer aussi qui était là en parrainage du projet. Donc voilà, on avait exactement le même projet que la source. Donc c'est-à-dire que la source aurait pu être là-bas, ça se serait appelé comme ça aussi. Mais voilà, ça c'est pas finalement, c'est pas plus mal ici. Ça c'est pas fait, c'est pas... Et puis c'est pas plus mal, si ça ne s'est pas fait, c'est que ça devait pas se faire. Ouais. Voilà, on est un peu dans cette mentalité-là, nous. Et bon, on a cherché aussi un peu dans le nord, d'où on est originaire. Parce qu'aujourd'hui, il y a un gros bassin de population, mais pas de lac, ni de téléski à part les-Mines, mais bon, c'est vrai qu'autour de l'île, finalement, c'est assez calme. Hein. Alors l'île, il y a une grosse poche de population, mais c'est un tout petit département, le nord, sur lequel il y a peu de plans d'eau qui sont suffisamment grands pour accueillir un full size. Et à l'époque où on a cherché, là, donc le département m'a dit
l'ENR, c'est les espaces naturels régionaux. Donc, au-delà du département, de la région, m'a expliqué que tous les plans d'eau de plus de 2 hectares, de toute façon, seront préemptés pour en faire des espaces naturels protégés. Ah ouais, donc là, parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Voilà, il n'y a pas assez d'eau. Ici, autour de Toulouse, il y a plein de carrières, etc. Dans le nord, il n'y a pas grand-chose. Donc les grands plans d'eau qui sont susceptibles d'accueillir ce genre de projet sont tout de suite réservés à devenir des espaces protégés. Ouais, la seule possibilité, c'était de creuser. Je crois qu'il y avait des projets de... Ouais, il y a d'ailleurs un projet, je ne sais pas où il en est, près d'Armentières. Ouais, vers Gravelines, c'est ça aussi. À Gravelines, alors ça a été creusé. Ça a été creusé. Ouais. C'est assez drôle d'ailleurs d'aller voir sur Google Maps. Mais ça avance pas. Il y a un plan d'eau avec une île au milieu pour faire un full size type hypnotique. Ouais. Mais il n'y a pas de plan, il n'y a pas de téléski dessus. Ah. Intéressant à creuser. Intéressant à creuser. Il y a une grande histoire, autour de ça. On dévoilera pas plus d'informations. Non, mais ça vaut quelques recherches. Ouais. Ok. Du coup. Donc nous on a compliqué autour de l'île. On s'est dit on commence à chercher un peu France entière. Et puis on s'est rapproché de tous les exploitants de carrière. Donc les gros, Lafarge, Holcim, etc. En essayant de pouvoir contacter les foncières de ces groupes et leur proposer notre projet. Ouais. C'est là que tu as ton background déjà dans l'immobilier. Voilà. Ça m'a quand même pas mal aidé. Ouais. On avait un projet qui était bien ficelé puisqu'on avait été jusqu'au bout du concours pour le TNX, enfin pour Pérol. Et donc on avait ce projet avec une viabilité économique puisqu'on avait un plan comptable, on avait un préaccord bancaire. Donc on avait quand même un projet qui tenait la route. Et quand on leur a proposé ça, on a Vika, donc la carrière sur laquelle on est installé, qui nous a rappelé en nous disant j'ai 2 projets, on a 2 plans d'eau potentiels pour vous accueillir. Un, ça peut être l'année prochaine. L'autre, c'est dans 10 ans près de Lyon. Ok. Donc nous, on s'est dit, ok, le premier dans l'année prochaine, c'est où? C'est Toulouse. Alors Toulouse, on savait qu'il y a les TNG, qui est quand même référence, qui en plus à l'époque, on parlait que du TNG, qui est un super parc, qui nous on s'entend super bien. Il y avait Sesquières, qui était quand même historiquement un câble sur lequel le Wake en France s'était développé. Les premiers modules et tout ça venaient de Sesquières. Donc on s'est dit, oula, faut assumer. Toulouse, pourquoi pas, allons voir le plan d'eau. Et c'est vrai qu'on est arrivé ici. Bon, ça ressemblait pas du tout à ça, mais on a quand même vu le potentiel et on s'est dit, bon allez, on y va. Trop bien. Alors ça s'est fait en plusieurs étapes, parce que c'est vrai que j'étais venu il y a quelques années, t'en étais pas encore là, et aujourd'hui c'est impressionnant tout le... Tu peux nous dire un peu, si on arrive là, les gens qui écoutent, qu'est-ce qu'ils découvrent quand ils arrivent et qu'ils passent le portail? Qu'est-ce qu'il y a sur le spot de la source? Alors à la source, on a donc historiquement le full size, un bâtiment en dur qui fait 220 mètres carrés, dans lequel il y a aujourd'hui le restaurant. À l'époque c'était un peu plus un snack, vestiaire sanitaire, une salle de réunion. Et avec le temps s'est ajouté un aquapark. Ça c'était un peu une réponse à la demande locale. C'est-à-dire que le téléski, un peu compliqué au début, surtout notre téléski, un peu connu pour être un rider. Peu corps, voilà. Donc on s'est dit, bon, si on veut faire grossir l'entreprise et la pérenniser, le full, ça va pas être suffisant et le snack non plus. Donc on a écouté un peu les avis des locaux et donc on a monté un aquapark qui a rapidement fonctionné assez bien. Et puis un resto qui est devenu aujourd'hui assez gros quand même, un resto pur et dur. Et puis depuis cette année, un bipouli qui était normalement dans le projet initial, mais on a dû le mettre un peu entre parenthèses parce qu'on a eu quand on a fait le projet ici, le chantier, on a eu des travaux supplémentaires qui étaient liés aux voiries. Donc on a eu un dépassement de budget de 25 000 euros. Aux voiries, ça veut dire pour faire venir les réseaux? Pour faire tous les terrassements depuis le parking jusqu'ici. Ah ouais, et les terrassements du bâtiment, qui avaient été mal prévus à l'époque par l'entreprise. Ok. Donc on a eu des travaux supplémentaires. Alors pas de bipool. Voilà, pas de bipool. Et ça y est, il est là maintenant. Et voilà, maintenant il est là. On a eu une bonne opportunité et puis on a un gros projet quand même dessus. Ouais. Avec le pool gap. Ouais, je vois ça. Là-bas, ouais. Ça a l'air sympa là, ce qui va se passer. Voilà. Donc le pool gap est déjà creusé. Mais comme on est sur une terre qui est essentiellement constituée de galets,
On a creusé, on laisse tout se tasser, se terrasser naturellement pendant un an avant de mettre la bâche. Et puis normalement l'année prochaine, il y aura un joli pool gap là-bas. Wow, ça va être fou. Déjà que c'était Car Rider, mais là ça va vraiment faire venir tous les riders toulousains et de toute la France. Ça va être top. Puis on a un projet Wakeskate dessus avec Pierre et Léo. Oh, ça tease. Ça tease un peu. Ça tease un peu. Voilà, un projet d'un événement. Bon. Une étape du Wakeskate Weekend ou un truc un peu plus. Non, plus gros. Les Wakeskate Weekend sont déjà venus cette année. Et non, un peu plus gros. Oh. Voilà. Ça tease, ok, super. Ok, donc il y a effectivement l'aquapark, le bipool, le full qui est très bien équipé en module. Ouais. Oui, on le change régulièrement. Après, il y a du homemade et du module de constructeur. On a du unit et du shape. À la base, on avait du unit à l'achat dès l'ouverture en 2015. Après, moi, je me suis intéressé à la construction de modules parce que ça me plaisait bien. Ouais, ça se voit que effectivement il y a la soudure, du savoir-faire sur les côtes, les angles et tout. Le premier module que j'ai fait s'est retourné, il a coulé. Ah merde. Ouais, Ne jamais faire un module avec une quille. Ah bon? Ouais, sans kicker sur les côtés, ça marche pas. C'est très compliqué à faire. Voilà, donc une flat bar, il vaut mieux lui mettre des kickers de chaque côté. En plus, ça apporte plus de possibilités. Mais les modules assez fins, genre flat bar, plus haut que large, c'est compliqué. En termes de... Parce que là, tu as un petit peu de profondeur, ouais, ça descend vite. Alors, c'est très irrégulier, profondeur. On peut avoir 2 mètres comme on peut avoir 6-7 mètres. C'est en fait, sur notre partie de plan d'eau, l'extraction a été faite un peu bizarrement. Et d'ailleurs, ça a un peu interpellé l'exploitant de la carrière quand on lui a montré des photos de drones qu'on avait pris. On avait des hauts fonds. Et il est un peu stressé parce qu'il s'est dit on a oublié pas mal de matière. Et donc pour eux, c'est pas bon. Ah ouais. Voilà, donc ils ont fait d'ailleurs revenir une autre entreprise après, pas chez nous parce que avec les corps morts et tout c'était compliqué, mais ils ont fait revenir une entreprise spécialisée qui a parce que tu peux encore extraire alors qu'il y a de l'eau là? Ah oui, bien sûr. Ils ont récupéré 1 million de tonnes de cailloux oubliés. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ça représente un peu d'argent. Ça représente beaucoup d'argent, je pense. Ok. Bon, en tout cas, vu les travaux qui ont été mis en œuvre pour récupérer les cailloux, je pense que ça valait le coup. Ça valait le coup. Ouais. Voilà. Et donc chez nous, on a même essayé à une époque de faire des modules plantés. On en a eu 3 ou 4. Mais on a un niveau d'étiage qui est assez important quand même. Un battement de nappe. Donc on préfère faire juste en flottant. Ça suit le niveau d'eau et plus de soucis. Parce que les poppers qui sortent de l'eau quand le niveau d'eau baisse... C'est clair. C'est engagé. Voilà. Ok, ouais, donc du coup, un super parc avec un peu pour à la fois tous les niveaux et toutes les disciplines. On voit des modules qui sont vraiment plus typés wake, d'autres plus wakeskate, d'autres qui sont accessibles du coup plus aux débutants et d'autres plus aux experts. C'est vraiment... ouais, alors ça c'est venu avec le temps. C'est vrai que la première année, on avait des modules qui étaient quand même assez corps, avec des rails, justement des rails plantés au fond. Et puis on s'est rendu compte que pour nous c'était un kiff, mais c'était le revers de la médaille, c'était que au niveau progression pour les grands débutants, c'était pas fou. Donc avec le temps, on a fait des box, des petites up box, des choses comme ça, qui sont au final pas plus mal pour le wakeskate. Ouais, aujourd'hui, c'est vrai que le parc il s'oriente un peu là-dessus, étant donné que une volonté de ma part, étant donné que j'ai un peu bifurqué vers le wakeskate, d'avoir un parc que je peux rider moi. Ça c'est quand même mieux. Après on a toujours le côté très wake, par exemple le module de Jules là, qui a été pimpé. Ouais. J'ai toujours ici Clément Noël, le Dominjon. Ouais, on peut parler un peu des riders locaux. Des riders locaux, ouais. Mais je pense que c'est eux qui ont fait un petit peu aussi aujourd'hui la notoriété et puis la communication sur le parc. Ouais. Donc moi j'ai Clément Noël Dominjon en opérateur avec moi depuis 4 saisons maintenant, qui est passé un petit peu responsable du câble. Moi je laisse gérer le truc, il est autonome. Ensuite on a Antoine Thiebaud qui commence à vraiment bien rider, qui se met sur son BPGEPS là. Hugo Lecause qui est également en BPGEPS, Wake.
Donc on a une bonne équipe de rider wake au ponton. Et après on a les frères Charot qui sont chez nous, qui sont on va dire résidents chez nous. Donc quand même pas mal participé aussi à faire du parc ce qu'il est aujourd'hui. Notamment Jules avec Red Bull qui nous a fait quand même des très belles parts. Et puis c'est un peu chez lui, donc il a tout le temps des idées pour remodeler le parc. Donc c'est des personnes qui sont importantes dans l'histoire de la source. Vraiment. Complètement. Ouais. Et on a en rider local, on a Axel Bross qui a fait les France là récemment, qui fait du wake également. Et lui, il est né chez nous, en termes il a commencé ici. De rider. Ouais. Il est arrivé, il avait 11 ou 12 ans avec une MJC. Et puis c'est beau ça. Le week-end suivant, il est revenu, il est passé debout. Puis 2 semaines après, c'était passe-saison. Et voilà. La belle histoire. Voilà, aujourd'hui, championnat de France. 4e, je crois, il a fait. 4e, ouais. Depuis la 2e année, je pense. Ouais. C'est la 2e année, il fait 4e. Classe. Et c'est intéressant parce que là, ce que tu dis, c'est que tu as donné ta confiance aux riders locaux. Tu les laisses un peu prendre le parc en main. Tu leur fais vraiment confiance pour développer ton propre parc. C'est pas quelque chose qui est forcément réalisé sur tous les parcs, mais on voit que ça paye, quoi. Aujourd'hui, faut prendre conscience qu'à 40 ans, on n'a plus le niveau qu'on avait il y a 10 ans. On n'est plus forcément à la page sur les tricks, même si on les regarde. Eux, c'est la génération actuelle, donc il faut pas les brider. Ouais. Alors, je fais quand même gaffe. En termes de sécu, quoi. En termes de sécu, voilà, qu'ils ne me fassent pas des trucs qui sont complètement ghetto non plus. Mais je pense qu'ils ont cette conscience-là maintenant, de faire des choses bien et pour eux à rider, mais qui peuvent être aussi accessibles pour d'autres. Moi, je leur fais toute confiance à ce niveau-là, c'est qu'ils ont vraiment cette... quand ils font un hack, par exemple, ils imaginent toujours une partie du hack qui est rideable par tout le monde, et puis une partie beaucoup plus engagée, qui est rideable par eux, et sur laquelle ils peuvent exprimer des nouvelles choses. Ah, ça, c'est cool. Voilà, donc moi, je leur fais totale confiance, et aujourd'hui, les retours qu'on a sur le parc sont positifs, c'est que qu'importe le niveau, tout le monde s'amuse. Donc ça, c'est vraiment cool. Et c'est assez fort aussi ce que vous avez réussi. Comme tu disais tout à l'heure, Toulouse, il y avait déjà historiquement, le wake était déjà très bien implanté à Toulouse, et vous avez réussi à devenir un spot très core sur une des régions déjà les plus développées en termes de wake. Comment toi, t'as choisi de se positionner comme ça sur le secteur plus core, et c'est quoi ta vision exactement du wake actuellement? Alors je pense que à l'époque, si on voulait se démarquer, c'était la seule façon de le faire. Vraiment un parc core qui allait attirer les riders toulousains et d'ailleurs, puisque bon, le TNG, grosse réputation. À l'époque de Janos, c'est ce qui a grosse réputation aussi. Avec des habitudes très ancrées, des crews, etc., qui étaient avec des groupes de personnes, de riders c'est leur home spot. Donc nous, notre but, c'était pas d'aller chercher ces gens-là, c'était vraiment de créer des nouveaux riders. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on a failli se perdre, dans le sens où on peut pas créer tout de suite un noyau chez nous avec des personnes qui découvrent le wake avec un parc comme ça. C'est pour ça qu'au fil du temps, on est passé quand même sur quelque chose qui était un peu plus assoupli au niveau de la difficulté. Mais je pense que pour les Toulousains, à un moment donné, c'était une chance de se dire on a 3 parcs qui sont vraiment différents, à portée de 30 minutes. On n'a pas pris au final de passe-saison ou d'habitués chez les uns les autres. Chacun est resté là. Et puis nous, avec le temps, maintenant ça commence à se sentir. Avec le temps, on a construit nos riders ici, qui maintenant, je l'espère, vont aussi sur les autres parcs. Donc c'était pas... les premières années, c'est un peu mentir de dire on avait une stratégie comme ça. C'était on part à plein pot, on se dit on va casser la baraque. Bon là, on reprend vite la réalité. Il faut avoir l'intelligence à un moment de se dire ok, je me remets en question. Peut-être que c'est pas maintenant qu'il faut prendre cette voie-là. Elle va venir, mais plus tard. Oui, c'est quand même c'est ça, c'est une certaine intelligence de prendre le recul et d'assumer, de s'être trompé plus ou moins. Voilà, on a fait, c'est comme ça, je pense qu'on grandit. On a fait des erreurs à un moment sur la façon dont on a voulu s'installer dans le paysage ici sportif wake sur Toulouse.
on a fait un petit retour en arrière et je pense que maintenant ça Vous avez trouvé votre place, porte ses fruits. Ouais. Mais c'est vrai qu'en plus, géographiquement, vous êtes tous bien répartis. Il y en a un peu partout. Ouais, plutôt. Après, il y a Bram aussi. On oublie Bram parce que c'est pas le même département, mais Bram est pas très très loin de Toulouse non plus. Ouais. Et après, il y a les Bipoulis. Il y a un paquet de Bipoulis. En fait, finalement, Toulouse, c'est presque. Je pense que c'est la région. Presque Wake City. C'est Wake City complètement. C'est ça qu'on pourrait dire. Non, mais c'est ouf. Ouais, parce qu'il y a quoi, 4 Bipoulis à peu près. Alors, il y a Muret. Bon, si je pars le plus proche d'ici, il y a Muret, qui est historiquement, je pense, le plus ancien de France. Avec le Coum, à mon avis, c'est le Coum le Coum à l'époque à Barcarès et Muret, je pense que c'est les 2 plus anciens Bipoulis. Après, il y a Awake, à Saint-Jory, Original Green Park, qui est plus au nord-est. Évasion, mais qui est à Caussade, qui est plus loin, qui est vers Montauban. Mais on a, il y a un réseau, il y a un maillage de spots là qui est quand même assez dense. Toulouse-Bordeaux. C'est beau. Même finalement, anciennement d'Amazon, maintenant Cascade. Ouais, qui est à mi-chemin. Il est à quoi, 1 heure aussi de Toulouse un peu plus 1h10. Ouais. Mais bon, faisable sur la journée. Quoi. Donc on peut dire que c'est une sacrée région. Ça fait partie du paysage du Wake toulousain. Ouais. Et effectivement, donc, il y a les riders locaux et les core riders locaux, mais tu as aussi eu cette volonté de faire venir beaucoup de riders de plus loin pour filmer, pour faire de communication. Alors, quand on a ouvert, on avait déjà un peu de réseau, nous, en Belgique et puis un peu en Allemagne, puisqu'on allait rider là-bas, notamment avec David Verven, qui bosse pour Unit, qui était le parrain de notre parc à l'ouverture. C'était un copain c'est toujours un copain, mais on est un peu plus éloigné maintenant géographiquement. Donc il nous a pas mal aidé au début en termes de communication. On a fait la Unit Hack, la 2e année, en 2016. Et puis, un peu au bagou, on envoyait des messages aux marques, aux pros, etc., en leur disant, on a ouvert notre parc, si ça vous intéresse de venir, vous êtes les bienvenus. On a essayé de les accueillir le mieux possible à l'époque, donc je pense que ça a porté ses fruits. Et puis, c'est quelque chose qui s'est un peu alimenté. De ce fait, par exemple, Jules a connu le parc, ça l'a intéressé. Et puis après, il a déménagé à Toulouse. Et puis, bon, il s'est pas trop posé la question, il est venu ici. Donc voilà, c'est plein de choses, c'est un peu effet boule de neige. C'est que les choses se sont alimentées. Et puis, pour avoir aujourd'hui une reconnaissance au niveau international qui est quand même assez cool. Et puis, on a eu pas mal de gens qu'on connaissait à l'époque, même il y a Reynald qui nous avait filé un bon coup de pouce. En fait, Handle est né en même temps que la source. J'ai jamais fait le... Et la première couverture de Handle, c'est Antoine Allô. Exact. Ici. Ah oui. On avait grand Stelfish. C'était un peu sa signature à l'époque. Ouais. Et en fait, Reynald me dit, je lance un magazine. Est-ce qu'on peut venir shooter chez toi avant que tu ouvres? Ça va être cool parce que ça va faire découvrir le spot aussi d'un point de vue presse. Donc on a eu toute cette époque-là qui a été assez cool pour nous au début. Wes Gumpel qui venait beaucoup ici aussi, qui est un bon copain. Donc voilà, toutes ces personnes qui font qu'aujourd'hui la source est scalée. Wes Gumpel qui est retourné dans le Nord maintenant. Qui est dans le Nord, c'est vrai. Finalement. C'est vrai. Ok. C'est un petit peu le chassé-croisé. Lui est descendu, nous on est monté. Ouais. Et puis après, pas mal de riders étrangers qui au final, grâce à ces personnes-là, ont connu le parc, s'y sont intéressés. Et puis on n'est pas très très loin du FIS non plus. Donc quand à l'époque au FIS... oui, c'est vrai. Il y avait du monde qui passait par là. Il y avait pas mal de monde qui passait, ouais. Bon, cette année, c'était un peu plus compliqué, mais ça reviendra, on espère. Inch'Allah. On espère. Ouais. Donc voilà, c'est un peu une alchimie qui s'est faite d'année en année. Et puis bon, il y a même sur Toulouse, enfin maintenant je parle Wakeskate, mais il y a Léo, il y a Clément qui font partie de l'élite du Wakeskate. Donc Pierre maintenant qui a découvert l'année dernière, qui vient assez souvent. Donc voilà, ça continue son petit bonhomme de chemin. On a les stockés qui sont passés le mois dernier. Voilà, toujours un plaisir d'avoir des pro riders et puis de les regarder à l'eau, quoi.
Et du coup, vous êtes plus sur de l'image plus que de la compétition. Il n'y a jamais eu de grosses compètes finalement ici. Alors, on a eu les Unit Hack, qui étaient des compètes privées qu'on organisait nous. On a fait les championnats de Ligue Occitanie, ouais. Mais grosse compète type championnat de France international ou autre, pour l'instant non, mais pourquoi pas. Rien n'est fermé. Peut-être un jour. En tout cas, c'est vrai que le spot il s'y prête carrément. C'est vrai que même sur la disposition et tout, vous avez fait un sacré travail sur le. Enfin, on sent qu'il y a un petit goût pour l'esthétisme et l'artistique. C'est joli, quoi. C'est pas dans tous les parcs qu'on arrive et qu'on voit que les choses sont quand même bien propres comme ça. Ça fait partie de notre histoire à nous. On voulait pas quelque chose qui soit trop à l'arrache. Moi, je veux un bon outil de travail pour mon équipe, en fait. Parce que le lieu, au final, c'est notre outil de travail. Et il faut que ce soit carré, quand même. Je pense que le public le sent, quand même. Les visiteurs le sentent. Sur le resto, par exemple, on est passé plus sur une clientèle en semaine de travailleurs. Toutes les entreprises qui bossent aux alentours, qui viennent manger chez nous le midi. Ouais. Le week-end, c'est plus les familles, etc. Mais en semaine, on bosse pas mal avec les travailleurs. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Ça fait connaître sans forcément faire venir des riders. Mais... Exactement. Donc, il y a pas mal de personnes qui viennent manger ici le midi, mais qui n'ont jamais vu tourner téléski. Parce qu'en semaine, le midi, il ne tourne pas. Ouais. Mais on va essayer de remédier à ça prochainement. Bon, t'envoies Clément faire une petite démo. C'est l'idée. Je leur ai proposé cette année. Ouais. Ah, c'est bon ça. Et ouais, on doit se dire que tu dois un peu attirer les potentiels opérateurs quand même. C'est pas dans tous les spots qu'on a envie de venir bosser quand on a un spot comme ça qui donne envie. Alors Est-ce que toi c'est facile en termes de RH à gérer ou... Sur le téléski, on n'a jamais eu trop de soucis. Là, c'est plus sur le resto et l'aquapark. Mais ça, c'est un peu une tendance nationale, j'ai l'impression. Ouais. Non, sur le téléski, j'ai jamais eu trop de difficultés de recrutement. Maintenant, j'ai Clément qui est avec moi depuis pas mal de temps. C'est vrai que il y a pas mal de personnes qui aimeraient bien bosser aussi avec lui. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'au-delà de l'aspect rider, il a quand même une compétence technique c'est un très bon pilote et puis au moins au niveau méca, faut pas que je le dise trop parce que sinon on va me le débaucher. C'est ça le problème. J'espère qu'il écoutera pas ce podcast. D'accord. Et en faisant le tour un peu du lac, on a vu des petites constructions autour là dans les arbres. Ouais, alors on a le projet de proposer de l'hébergement type Airbnb. Donc là on commence avec un premier qui devrait naître, je pense, d'ici la fin de la saison. Et après, on a un permis pour en poser 4. C'est des espèces de petits bungalows C'est ça. Alors celui-là fait 28 mètres carrés, ouais. Dans lequel sera totalement autonome. 2 chambres, kitchenette. Vue sur le lac. Mais vue sur le lac direct. Voilà. À 20 mètres de l'eau, quoi. Voilà. Parce que notre projet à terme, c'est d'essayer d'ouvrir à l'année. Donc avec un resto qui va être aussi agrandi prochainement, normalement. Alors soit faire tourner le bipouli avec le pool gap, une fois qu'il sera fait, à l'année. Quelle température il fait l'hiver ici? Ça reste... L'eau descend quand même à 7-8 degrés, mais, oui, mais après quand on est mordu... On s'en fout. En Allemagne, en Belgique, ça arrête. Ouais, ça arrête, c'est clair. Donc voilà, c'est à tester. Le full, je pense pas qu'on le fera tourner à l'année parce qu'on a quand même des tempêtes hivernales qui nous secouent bien le plan d'eau. Donc l'idée, ce serait d'avoir le pool gap et puis rapatrier peut-être le Jules, le gros module de Jules là, faire vraiment un parc bipouli bien engagé pour l'hiver. Et puis protéger tout le reste du lac. Sachant que, si on en parle là, en fait la partie bipouli est protégée du vent par le ponton. Donc ça, on peut aisément le faire tourner à l'année. C'est vrai que le spot est vraiment bien fait parce que tout est regroupé, quoi. C'est assez compact, ouais. C'est assez compact. On a voulu ça en termes de gestion parce que au final, notre site est assez grand. On a 22 hectares, mais on n'utilise que 5 hectares. Ah ouais. Donc tu veux dire que là, donc le lac, il est très très grand. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas dit, mais le lac fait 60 hectares au total. Ah oui. Ouais.
Mais du coup, c'est à toi tout le lac? Non, Non. nous on a 22 hectares. En fait, de l'autre côté, c'est encore en activité, tu vois. Ouais, on a vu les grues qui On tournaient. voit les grues. Mais tu dois avoir un paquet d'eau à toi quand même là dans le. Ah oui, bah, jusque. On pourrait quasiment refaire un full derrière le full. Ah, peut-être un jour. Alors si on le fait, ce serait pas là, ce serait là-bas dans le fond. Ouais. Ce serait bien, hein, avoir. Ça En prend fait, on peu. a un souci ici que tout le monde connaît, les riders, c'est le vent d'autant. Donc, c'est un vent qui souffle sur notre, qui souffle entre la montagne Noire et les Pyrénées. En gros, c'est quand on a du marin qui rentre sur Narbonne. Nous, on a un vent d'autant, donc il s'engouffre et ici, on est en zone modérée, mais par exemple, Bram est assez protégé parce que le plan d'eau est plus petit. Mais Bram, Castres et tout ça, c'est en zone vent d'autant assez soutenue. Et nous, en fait, il arrive de là, plein fer du bout du lac. Donc il a bien le temps d'accélérer. Ah ouais, Et d'accord. quand Ouais. on a ce vent-là, c'est compliqué. Ok. C'est assez T'as la compliqué. houle qui rentre carrément. En hiver, on a de la houle, Ah ouais. vraiment. Ouais. Non, mais c'est incroyable. Tu sors le C'est- wakefoil. C'est vraiment incroyable. Bah, d'ailleurs, on a fait de la wing ici. Enfin, Ah ouais. moi, j'ai essayé. Jules a fait de la wing. Ouais. C'est un peu dur à admettre. Mais il s'est assez bien démerdé. Mais il en a fait pas mal en début de saison. Ouais. Et c'est un projet, nous, à terme, de développer ce genre d'activité ici. Une fois qu'on pourra maîtriser l'ensemble du lac. En tout cas, le spot, c'est vrai qu'on encourage tous les gens qui écoutent et qui sont pas encore venus à venir découvrir. C'est vrai que Oui, c'est avec grand magnifique. plaisir. Mais c'est un peu l'inconvénient d'un grand lac. C'est très ouvert au vent. Par contre, quand on a le 10 riders sur le TK, ça laisse la place aux vagues des riders d'évacuer. Ouais. Donc il y a un côté positif et un côté négatif. Et tout à l'heure, tu parlais donc de Decathlon. Ouais. Avec qui, enfin, chez qui tu travaillais. Et tu as pu collaborer aussi au lancement de Decathlon dans le Wake. Alors on avait été appelé par Thomas, qui était le patron de la marque Decathlon Wakeboarding, qui a initié le projet pour être consultant externe. Et donc on l'a fait avec plaisir, on les a aidés là-dessus pendant plusieurs mois et les premiers tests se sont faits ici. Ça a été un petit peu ambigu au début pour certaines personnes parce qu'on avait un shop Ah, à ouais. l'époque et on avait décidé d'arrêter notre shop quoi qu'il arrive parce que trop petit pour en faire un commerce et concurrencer les plateformes internet. Donc on a arrêté ce shop et puis en fait dans la foulée Decathlon nous a appelé. Donc il y a une espèce de quiproquo qui a été ressenti par certains de nos partenaires à l'époque, alors que c'était pas du tout le cas. Bon, maintenant les relations se sont adoucies et tout va bien. Mais c'est vrai que la première année on l'a eu un petit peu dur. Ouais. On l'a eu un peu dur. Et surtout c'était un peu particulier de se dire qu'un parc Core va travailler avec Decathlon. Donc c'était, ça a été un peu mal compris au début, mais je pense qu'aujourd'hui, voilà. Après, quand on connaît ton histoire, du coup, on Mais comprend mieux aussi. ouais, moi j'ai bossé quand même 6 ans chez eux, et bon, je connais, il y a Decathlon, ce qu'on voit de l'extérieur, et puis ce qui est vraiment leur véritable ambition. Après, c'est des commerçants, hein, ça il faut pas le nier, mais il y a une volonté quand même de faire découvrir le sport Ouais, c'est noble quand même, ouais. et de le rendre accessible. Même s'ils en font leur commerce et il faut quand même nourrir les dizaines de milliers de salariés. Mais bon, ça reste quand même une ambition et c'est dans leur ADN de vouloir rendre accessible les sports. Et c'est pas forcément, je pense, que c'est ce qui a été mal perçu peut-être à une époque par les majors du wake. C'était de se dire ils vont arriver en mode rouleau compresseur, ils vont nous piquer tous nos clients. Ce qui n'a pas du tout été le cas en Non, plus. je pense pas. Et au contraire, je pense qu'à terme, ça apporte de nouveaux clients. Parce que c'est un peu l'histoire de Decathlon. Hein. Ils mettent des gens au sport, mais avec au fil du temps, les personnes qui accrochent au sport en question finissent par évoluer vers des marques qui sont soit plus techniques, soit un petit peu plus, De notoriété, ouais. un peu plus de notoriété. Donc voilà, Decathlon à un moment donné met les gens au sport et puis les perdent avec le fil du temps. Et je trouve que c'est pas mal, ça fait partie du paysage commercial d'équipements sportifs. Et ils ont quand même, je trouve, une bonne démarche
en termes de relations avec leurs riders, avec les parcs aussi avec lesquels ils ont travaillé, sur le développement produit. C'est-à-dire, on vous envoie des produits, vous les faites tester, vous nous faites des retours et tout ça. Je trouve que c'était assez sain comme manière de fonctionner. Et puis bon, aujourd'hui, de toute façon, ils ont fait leur chemin. Je pense qu'ils ont trouvé leur légitimité quand même dans le wake. Ils font des produits qui sont très corrects. Donc voilà, c'est un petit peu l'histoire avec Decathlon. Aujourd'hui, ils sont autonomes. Mais c'est vrai qu'on était très liés quand même la première année de leur arrivée sur le marché. Après, on était où sur le staff, bon, moi j'ai commencé à avoir des personnes qui bossent avec moi depuis pas mal de temps, donc j'ai eu dans mon staff quand même Wes Gumpel et Jules Charot qui ont eu des contrats ici. Ah ouais? Ouais, des petits contrats, mais c'était assez drôle. Donc voilà. OP, opérateur. Non. Wes, c'était un petit peu, comment on avait appelé ça? Agent polyvalent, je crois. Ok. C'était au moment où ils m'ont aidé pour la Unitac. On avait construit un gros module, je sais pas si tu te souviens à l'époque, qui s'appelait Les Copains d'abord. C'était pour la deuxième Unitac. On avait sur la barge, tu sais, on a une tourelle, la tourelle Rixen, là. Et on avait construit un gros module en bois avec des tubes annelés dessus, etc. Avec le kicker de mémoire, c'était le kicker L qui était en entrée. Ouais. On était monté assez haut sur la tourelle. On avait mis une garde et tout ça, se disant d'ailleurs que personne n'irait jamais là-haut. Ouais. Manque de bol, il y a Dominique Ernler qui est venu faire la compète. Et puis à l'époque, c'était l'époque où il trustait vraiment les podiums. Et bah lui, il allait monter, il s'est mis la tourelle dans la board. Et moi, je pense que c'était bien quand même, au moins 5 mètres de haut. Mais attends, il était resté bloqué? Ouais, non, il a tapé dedans, il a fait un espèce de truc, il s'est rattrapé comme un chat, il est tombé sur le tube en bas. Il est reparti. Ah ouais, il est chaud. Ouais. Et puis il s'est fait mal au genou sur un petit hack de rien du tout. Ce qui fait qu'il n'a pas pu faire la finale à l'époque. Ça devait être une belle finale, ça aurait été Clément Nadal contre lui. Et je sais que Clément a un petit goût d'inachevé. Parce qu'en fait, il aurait vraiment aimé se battre contre lui. Taper Dominique, ouais, ça aurait été classe. Voilà, et au final, bon, il a gagné. Je pense que c'était largement mérité par rapport à tout ce qu'il a fait sur la compète des qualifs ou autres. Mais je pense qu'il aurait bien aimé se mesurer à Dom. Ouais. Donc voilà. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'était un beau truc parce que c'est encore une fois, on a construit quelque chose de très éphémère. C'était juste pour la compète en fait. Ça, c'est sympa, ouais. Ce genre de concept, effectivement, où les... Il y a que la catégorie pro qui pouvait le rider. Parce que c'était... Et c'était vraiment les riders qui construisaient leur... Alors, on avait dessiné ça avec Jules et Wes, ouais. On avait dessiné un SketchUp. Et puis, on s'était attelé pendant... Ça nous avait pris une bonne semaine complète, ça. On montait le truc. On avait eu des matériaux qui avaient été offerts par un partenaire ici qui nous vend le bois. Et on avait appelé ça les copains d'abord. C'était un beau module. Donc ça, c'est petite anecdote sur des trucs qui ont été faits, qui sont plus visibles maintenant. Il y en a qui sont un peu emblématiques maintenant. Le chat noir, par exemple, tout le monde le connaît. Il est toujours là. Il est toujours là. Le chat noir. Il y a une explication particulière Le chat noir à son nom? C'est Wes d'ailleurs qui l'appelait comme ça. C'était une époque où Wes venait beaucoup. Et à la base, il n'était pas du tout comme ça, le chat noir. De l'autre côté où il y a la box, il y avait des bidons, des barrels. On avait mis toute une série de bidons en travers, là, qui étaient en up-down. Il y a d'ailleurs des tricks pas mal de Bruno Barger qui avait été fait à l'époque. Il avait fait des landings dans les bidons qui étaient vraiment bien. Il avait travaillé ici, Bruno? Non, mais il est venu pas mal avec Yann Curie. Ouais. À une époque, ils avaient fait et Ben Leclerc ils étaient venus ici pour faire une série de vidéos. Donc d'ailleurs, il y a un épisode qui est fait entièrement ici, ça nous avait fait super plaisir. Et le chat noir, au fil du temps, a été un peu remodelé. Il a été rallongé. Donc aujourd'hui, je pense qu'on peut même plus le sortir de l'eau tellement il est lourd. Parce que la première partie faisait déjà 5 tonnes. Ah ouais. Donc là, je pense que le truc... Et il flotte? Il est pas sur... Ouais, il flotte, ouais. Il flotte. Eh ben. Ouais. Ça, c'était un petit peu
C'est un peu la roulette russe, hein, quand on l'a mis à l'eau. Flottera pas. Et en fait, il a bien flotté, et puis il est toujours là. Et donc le chat noir, ouais, c'était parce que je pense qu'il y avait 13 bidons dessus, de mémoire. Ah. Donc c'était un peu le truc, le chiffre qui peut porter la poisse. Ouais. Et puis avec le temps, voilà, Mais il a pas c'est forcément resté. fracassé des boards plus que ça. Non, personne s'est vraiment fait mal dessus parce qu'il fait assez peur. Donc Ouais. tout le monde fait. On n'a jamais eu trop. D'ailleurs, si on peut parler de ça, on n'a jamais eu vraiment de grosses casses ici. Parce que je pense qu'on a un parc qui fait un peu peur et en fait C'est pas plus mal finalement. Au moins t'as moins les gens de... s'en voient pas trop à la casse, ouais, dessus. Et je touche du bois, hein. Moi, j'ai pas envie que les gens se fassent mal chez moi. Mais Non mais c'est on a vrai jamais quand eu de déjà gros accidents. en 7 ans, on connaît des parcs qui ont vécu des choses pas évidentes. Ouais, je souhaite pas que ça nous arrive, mais non, pour l'instant. Après, on est quand même vachement à cheval dès qu'on voit quelqu'un qui veut un peu trop s'envoyer sur les modules qui n'a pas le niveau, on le bride Ouais. assez rapidement. C'est la chance aussi d'avoir des bons riders au pilotage, c'est Ouais, ça que c'est important. C'est clair ils ont que... des très bons réflexes, ils ont une bonne lecture aussi des trajectoires des riders et des niveaux. Ils arrivent rapidement à juger si un rider va pouvoir faire quelque chose ou non. Ouais. Et puis qui sont intéressés aussi par la sécurité des gens, parce que c'est vrai Ouais, qu'on voit beaucoup de parcs où bon bah voilà, il y a tellement de monde qui passe, on n'est pas forcément, enfin, l'opérateur a pas forcément le temps ou l'envie de dire ah ben non là vaudrait mieux pas que tu y ailles, attends, Ouais. progresse et tout. Mm. Ça c'est vrai que c'est d'avoir du staff qui Après, a moi, cette conscience là. moi je les ai toujours animés sur leur responsabilité quand ils sont en pilotage. Ils sont maîtres de leur parc et de leur machine. C'est-à-dire que quand Tu responsabilises vraiment la personne quoi. moi je leur donne toute ma confiance parce que je sais qu'ils ont les compétences pour. Ils sont réputés avoir la compétence pour le faire. Donc je pense que ça c'est quelque chose qui est important et dont ils ont vraiment conscience. Et je pense que c'est pour ça que les personnes qui viennent ici, parfois on leur dit non, ça ne le fait pas. Ça peut être un peu frustrant, mais on leur explique pourquoi. Et on les oriente vers autre chose. Mais c'est vrai que c'est un peu à la fois un avantage et un inconvénient dans le wake, c'est que c'est assez facile, on progresse vite et on a tendance à vouloir faire tout de suite le Riley, le tremplin, le C'est machin, ça, alors exactement. que on peut vite se fracasser bêtement, alors qu'il y a il y a des bases finalement, des étapes à passer. Et, C'est un sport qui a quand même une capacité de progression très très rapide. Très rapide par rapport à beaucoup d'autres sports de glisse. et qui se retrouve piégeuse si on prend pas le temps de justement travailler Exactement. les bases. Ouais. Et en ça, c'est vrai que on leur explique souvent à nos petits riders ici, voilà, quand tu apprends quelque chose, tu le fais en switch, tu vas pas tout. C'est un petit peu d'ailleurs la méthode Fédé, je pense. Non Alors sûrement, après la méthode Fédé, je sais pas exactement ce que c'est. pour en parler un peu. Ah, tu veux qu'on en parle un petit peu? Non, moi j'ai jamais eu trop de relations avec la Fédé en fait. On, Avec la Ligue beaucoup, parce que on a été avec la Ligue, il y avait Franck Besson qui était du TMG, ouais, très impliqué. qui était très impliqué et c'est un peu lui qui m'avait motivé à adhérer. Qui est top, franchement, Ouais. il fait un coucou et un bisou à Franck. Et... C'est, il avait fait un super événement ici avec la Ligue Occitanie. Et puis bon, après, on était déjà juste avec notre asso. Et moi, je lui ai dit que c'était compliqué. Donc aujourd'hui, on réoriente les personnes. Évidemment, on demande, hein, c'est écrit un peu partout, qu'il faut être couvert par une licence. On dispatche, voilà, vous voulez, vous avez les câbles aux alentours, vous vous inscrivez en étant sociétaire des câbles aux alentours. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'on demande pour les modules, mais nous, on est un peu indépendant par rapport à ça. On est quand même ici sur un tissu d'activités sportives proche de la montagne, où on a beaucoup de personnes qui pratiquent, enfin que ce soit la montagne, on n'est pas très loin de l'océan, on n'est pas très loin de la Méditerranée, donc il y a beaucoup de pratiquants, soit de sport d'hiver, soit de surf, soit de kitesurf. Donc voilà, il y a quand même un background ici glisse qui est assez fort, avec des personnes qui ont rapidement des compétences, mais qui veulent pas forcément tout faire du wake. De toute façon, ils sont capables, par exemple, très crûment, de prendre un kicker en tout droit, faire un 180 sans se mettre en danger, de prendre une petite box débutant sans se mettre en danger. Et c'est vrai, quand on leur annonce, si tu veux faire ça 2 fois dans l'année, il te faut une licence à 45 balles. C'est compliqué. Donc c'est un petit peu, voilà. C'est le message. C'est le message. Après, moi, je pense que voilà, la Fédé fait son taf sur le développement du sport. Et puis... Ouais, après, effectivement, il y a des choses qui sont très bien faites par la fédération. Enfin, il y a surtout beaucoup de choses encore à faire, donc c'est ça qui est intéressant. Ouais.
Je pense qu'on parce est que sur... le sport est assez jeune et il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, On a eu... je pense que c'est l'époque où nous, on a ouvert en 2015, ça ouvrait de partout. Tout le monde sentait, se disait, ça y est, 2015, le wake, c'est l'Eldorado, c'est le sport tendance. Et puis, 2-3 ans après, ça a commencé un peu à baisser. Et je pense que l'arrivée, la multiplication des aquaparks, par exemple, y est pour beaucoup. Nous, on l'a senti ici, vraiment. On a eu l'année où on a mis l'aquapark, on a eu une grosse baisse de fréquentation sur le téléski. C'est des personnes en fait qui venaient un petit peu l'été, même si elles prenaient des pelles, qu'elles n'y arrivaient pas trop, c'était quand même une activité pour eux. Je pense qu'ils étaient. Tu vas faire une activité nautique fun, tu vas plutôt faire. Glisser sur un toboggan plutôt que te prendre des tartes. Ça c'est récréatif. Et l'année où on l'a mis en place, on a eu un basculement de cette clientèle, on va dire, ponctuelle, sur l'aquapark. Ouais. Et maintenant, on sent qu'il y a des jeunes qui se réintéressent plus, depuis 1 ou 2 ans, là, qui se réintéressent plus sur le téléski. Depuis 2 ans, la tendance s'inverse un peu. Ouais, c'est intéressant. Mais puis maintenant avec le bipoulis, tu vas aussi pouvoir justement faire commencer les gens avec le bipoulis. C'est un peu l'idée là. Aujourd'hui, on sent qu'il y a un peu une stagnation sur la fréquentation du full. Et installer le bipoulis, c'est permettre l'accès à l'activité de façon beaucoup plus déjà individualisée et plus progressive à des gens qui prenaient que des tartes au démarrage. Ouais. Et je pense pas cette année que ça va porter ses fruits parce qu'on n'a pas trop communiqué dessus faute de temps. Mais je pense qu'à partir de l'année prochaine, on va avoir vraiment un renforcement de l'intérêt sur le téléski grâce au bipoulis. Ouais. Je pense que c'est un très bon outil pédagogique. Ouais, c'est impressionnant. C'est clair que, enfin, moi je suis passionné de bipoulis. Je me dis que c'est autant le téléski, j'ai l'impression qu'il a il a démocratisé le wake bateau. Autant le bipoulis, j'ai l'impression qu'il démocratise le full, tu vois. Ouais, la pratique sur le full. Et puis en plus, avec la possibilité d'avoir le B-talking, là, B-talking qu'on a, pour des gamins de 6 ans, par exemple, sur le full, même les parents arrivent, je vais envoyer mon gamin, il va être à 400 mètres tout seul là-bas. Puis il est tout petit, c'est ça qui est fou. Et ça, c'est un gros frein, alors que le bipoulis, là, il est juste à côté du ponton, il y a une connexion constante avec le moniteur. Nous, on le voit, hein, les parents sont beaucoup plus rassurés d'envoyer les petits sur un bipoulis. Ouais, c'est sûr. Et eux, c'est les riders de demain, quoi. Ouais. C'est à nous de les faire accrocher. Oui, c'est vrai, c'est important. C'est là qu'il faut être bon et réussir à... Il faut renouveler, là, parce nous, là, ça y est, à 7 ans, on a une génération quasiment. Tu vois, on a les ados ou les pré-ados, ça y est, maintenant, c'est des adultes. Donc, on a quasiment une génération qui est passée. Donc, il faut renouveler tout ça. Et on le sent aussi, hein, d'année en année. On sent aussi un renouvellement de génération. Je pense que de la première heure, on doit peut-être en avoir encore 5 passe-saison maximum qui sont là depuis. Ouais. Sinon, c'est que renouvelé. Ouais. Après, ça, c'est quelque chose qu'on voit sur beaucoup de téléskis. J'ai l'impression que un forfait saison, en moyenne, ça dure 3-4 ans, quoi. Ouais. Grand max. Mais c'est important, voilà, de venir commencer à les accrocher petits, sans qu'ils aient une mauvaise expérience qui va complètement les bloquer. Donc le bipoulis, pour ça, c'est un bel outil. Ouais. Donc là, c'est vrai que tu nous donnes un peu ta vision du wake quelque part en nous parlant de ça. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de comment tu vois l'avenir de la discipline? Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire? Comment tu vois la suite là, pour les 10 prochaines années? Je trouve qu'il y a quand même le wake maintenant a quand même réussi à trouver ses codes et son style. Un peu à l'instar du skate et autres. On commence à avoir vraiment une culture wake qui s'est installée avec des tricks qui sont très propres au wake, qui peuvent être faits quasiment qu'au wake. Les rewinds, etc. Où on a qui vont aussi apporter d'autres choses à d'autres sports, je pense. Il commence à y avoir quand même des croisements entre le snow, le wake, etc. On voit récemment, il y a Zeb Powell, là, le snowboarder ricain là, qui s'est mis au wake. Et voilà, je pense que c'est un sport qui maintenant peut arriver à maturité pour
pour dire voilà, on a aussi des choses à apporter aux autres sports de glisse. Je pense que sur le développement vraiment du sport, on est arrivé pas sur les figures, hein, parce que ça, on voit que ça continue. Ça continue quoi. Ça ouais, continue, on pensait que ça s'arrêterait. Quand on voit Loïc Deschaux, les Stuckey, et tout ce qui aujourd'hui truste les podiums, moi, je suis dépassé, complètement dépassé. Mais je pense qu'au niveau, par contre, de ce qui est obstacle et tout ça, on a atteint quand même quelque chose qui est... c'est mature, quoi. Ouais, on a atteint un point là, quand je vois la taille, par exemple, des modules comme le module de Jules, là, qui fait 30 mètres, les big air comme le Dome Tank, etc. Je pense qu'on est arrivé là-dessus, par contre, à un niveau qui est maximum. Donc ça tourne un peu en rond, d'ailleurs, je trouve. Tu vois, sur les modules en ce moment, il n'y a plus de choses. On a eu vraiment une explosion avec notamment les Space Mob et tout ça. Il y a eu pas mal de choses hyper créatives qui se sont faites en obstacle. Maintenant, on commence à être un petit peu à arriver à saturation, je pense. Ouais, maintenant c'est juste plus gros, voilà, comme à 3.13 où ils mettent les deux poules. Voilà, sur les formes et tout ça, ouais, ça c'est complètement incroyable. Ce module. Enfin, on commence à faire un lac sur le lac. Donc ça devient un peu démesuré. Après, je sais pas à rider ce que ça donne. À mon avis, ça doit être fun quand t'as le niveau. Mais je pense qu'on peut. Il y a aussi un côté un peu retour à l'essentiel qui va à un moment devoir s'opérer sur les obstacles. Et puis, non, après, si ce n'est que ça, le développement du sport. Moi, peut-être parce que je l'ai vu se développer au fur et à mesure. Tu vois, donc j'ai pas arrêté de m'y intéresser pendant 1 an ou 2 et j'y suis revenu. Donc quand on est tous les jours dedans, on voit un peu l'évolution se faire naturellement. Mais je pense que si on revient 4 ans en arrière et on voit, ou 5 ans, et on voit ce qui est fait aujourd'hui, je pense qu'on prend une bonne claque. Ouais, c'est clair. Ouais. Et bon, tu m'as dit que tu étais très très occupé l'hiver, que ça bossait un peu dans tous les sens pour améliorer le parc chaque année. Ouais. Est-ce que tu as quand même l'occasion d'aller quand même dans ton pays natal revoir un peu les parcs Eh ben non, parce qu'en fait, pour être tout à fait franc, l'hiver, j'ai pas trop envie de faire des wake. Ouais. J'ai plutôt envie d'aller voir autre chose. C'est pas l'envie qui m'en manque, hein, parfois d'aller voir, de retourner voir là-haut, parce que je pense que les spots sont devenus absolument incroyables. Quand on voit par exemple le BCP, le développement, c'est impressionnant. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Enfin bon, là on est sur de la base de loisirs à grande échelle, quoi. Ouais. Même le spin, c'est... Même le spin, hein, c'est impressionnant. Tout, l'Excite Paradise, un deuxième full size. Pour moi, ça restera quand même toujours des références. Ouais. Ce qui s'est fait en Belgique. C'est un pays où c'est quand même vachement dans les mentalités d'avoir des équipements de ce type et puis de toujours les développer. Il y a des pistes de ski artificielles. Pour un petit pays, c'est vachement développé là-dessus. Mais ouais, je pense que j'irai bientôt leur faire un petit coucou. Ouais. Après, j'avoue que on sait ce qu'on disait avec Pierre Atrus tout à l'heure, là, qui était en train de piloter Clément de Prémonville sur le Bipouli. Ouais. Quand même, la région est sympa, quoi. C'est vrai que quand on arrive ici, on se dit, bon, je sais pas si on va repartir à Paris. Mine de rien, on a quand même un super climat, tout à portée de main. La montagne, l'océan, la mer. Donc ouais, c'est quand même une région qui est hyper cool. Carrément, ouais. Nous, pour avoir déménagé, on se dit que on n'a pas trop envie de remonter. À part pour voir les copains, on n'y remonte pas pour faire la vie. Ok. C'est quoi le plus gros problème que tu as eu à gérer un peu sur le parc, que ça peut être à n'importe quel niveau dans ces 7 années Le plus gros problème de gestion de la source. La source, c'est un très bon nom d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais... Alors ça vient d'un projet, d'un de nos projets du Nord, pour faire la parenthèse. On avait repéré un plan d'eau qui s'appelait l'étang des sources. Et donc on s'est dit que c'était pas mal la source Wake Park. Donc voilà, c'est resté. C'était pas bien compliqué. Ça aurait été à Pérol, c'était la source aussi. C'était la source, ouais.
C'était la source quoi qu'il arrive avec le même logo. Le crapaud le petit crapaud qui s'intéresse au podcast aussi. Apparemment, il n'a pas l'air d'accord avec tout ce qu'on raconte. Ouais. Le plus gros problème à gérer, la gestion humaine, c'est toujours compliqué, surtout quand on arrive sur des périodes un peu fastes de la saison. Tout le monde est un peu fatigué, à cran, il peut y avoir des erreurs qui sont faites, qui sont totalement normales. Mais on a toujours le niveau d'exigence clientèle qui est là. Donc c'est à un moment donné peut-être ce rapport où on se dit on est fatigué, les clients viennent pour quelque chose. Tu vois, il y a comme un rapport de force en fait qui se Ouais, il crée. faut réussir à sourire, à être Voilà. content, machin, Et, à transmettre l'énergie. Et ça c'est le plus compliqué, je pense, à gérer, de continuer à réussir à donner à ses collaborateurs la foi et l'envie de continuer. Au-delà de la paye, c'est de se sentir bien au boulot et puis de trouver du sens à ce qu'on fait. Ça, c'est peut-être le plus difficile, cette gestion humaine, parce que l'humain, quand il n'y a pas trop de monde, chacun prend le temps d'eux, on a le temps de se parler. Mais c'est dans ces moments où on a plus le temps de se dire les choses et tout va très vite et la saison passe à 200 à l'heure, quoi. Donc voilà, c'est un peu le côté le plus compliqué. Après, c'est compliqué aussi au niveau aléa météo chez nous, quand on a des gros coups de vent et qu'on a remis tout le parc en place et qu'on se reprend une tempête derrière. Ça nous est arrivé beaucoup en début de saison. Ça a repris des coups de vent sur coups de vent. Et par exemple pour Clément, qui était tout seul en début de saison, je pense que moralement, c'est dur de se dire j'ai fait un truc la veille, j'ai passé du temps et puis le lendemain tout est redétruit. Ça, c'est dur. Et ça, on a eu pas mal quand même de trucs comme ça, des tempêtes où de toute façon on peut rien faire, quoi. Tout se fait détruire, donc ça nous arrive souvent en début de saison. Ça, c'est un peu le truc un peu compliqué aussi à gérer, et puis on n'y peut rien, quoi. On n'y peut rien, tu vois. Ouais. Mais sinon, ça va. C'est la belle vie quand même à tout. Ouais. Un carbone. Non, une question importante, c'est si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui a envie de monter son parc, là, ça serait quoi le conseil le plus important que tu puisses lui partager? Je pense bien mesurer sa passion, voilà. Parce que on idéalise beaucoup les choses et puis une fois qu'on est dedans, on se rend compte que il y a beaucoup de choses qui sont pas du tout comme on l'imaginait et il faut que là la passion elle soit suffisamment forte pour continuer à garder le cap. Ouais. Parce que moi ça m'est arrivé de me dire je vais pas y arriver, je vais abandonner. Et puis bon, on se dit ça un jour et puis le lendemain, super journée et puis on se dit mais en fait je peux pas faire autre chose. Donc voilà, c'est ça, c'est réussir à tenir, avoir des bonnes personnes autour. Être bien entouré si on décide surtout de faire ça en famille, comme nous on l'a fait, parce que y a des coups durs. Et si la passion est là, le faire vraiment, mais en se disant qu'il va y avoir des moments où c'est difficile et mesurer le confort de vie qu'on a à ce moment-là. En fait, quand on est passionné de wake, qu'on a un boulot à côté et qu'on a la possibilité de faire régulièrement du wake, c'est vraiment cool aussi, parce qu'on a ce côté c'est ma soupape. Oui. Par contre, quand c'est notre métier, moi, mon métier, c'est pas faire du wake, je suis pas professionnel du wakeboard, mais mon métier, c'est faire du wake aux autres. Donc on est malgré tout le temps dedans. Et ce côté un peu exutoire soupape, à un moment donné, ça devient le quotidien, et c'est avec ça qu'on mange, qu'on nourrit notre famille. Et tu peux perdre du coup cette passion qui animait à la base le truc. Ouais, on peut perdre ça, c'est un petit peu le truc ça m'est arrivé quand on a fait le premier tour de wake, c'est qu'on est tout le temps accroché à un rêve, et puis une fois en fait qu'on atteint ce rêve, on a ce qu'on a, et puis on se dit et maintenant, ouais. Et après, parce que là on a atteint un truc en fait qu'on idéalise, qu'on recherche et c'est quelque chose dont on rêve tous les jours, et puis le jour où ça arrive, en fait il y a une espèce de grand vide d'un coup. Et là, il faut vraiment réussir à passer le cap, à se dire, à se mettre un nouvel objectif. Maintenant, ça c'est ma vie. J'ai atteint ce que je voulais. Je peux être fier de ça. J'en suis heureux. Mais on a l'impression de perdre quelque chose, d'avoir un petit vide d'un coup.
alors qu'on a réalisé ce qu'on voulait faire. Enfin, c'est quand même magique de le faire. Ouais. Mais bizarrement, c'est aussi super déstabilisant, et au moment où ça arrive, il faut savoir rebondir. Vraiment savoir rebondir, à se dire, bah voilà, maintenant, ok, on en est là, qu'est-ce qu'on fait après, et rester motivé là-dedans. Donc c'est pour ça qu'il faut que la passion, elle soit vraiment très très forte. Très forte, et avoir les bonnes personnes autour, que ce soit dans la famille ou les amis. Et aujourd'hui, la source, moi je le dirai jamais assez. Je pense que s'il n'y avait pas eu toutes les personnes dont on a parlé depuis tout à l'heure dans le podcast, on n'en serait pas là, et peut-être que j'aurais abandonné. Mais voilà, toutes ces personnes étaient là, que ce soit les riders que j'ai énumérés, la famille, autres. Mais c'est beau, c'est grâce à la passion et aux passionnés Ouais. que tu as réussi à Ah oui, c'est garder sûr. ça. C'est... Parce que au début, on se dit, ça a l'air cool d'être opérateur en fait, toute la journée, machin. Et Et, on le connaît, ça- c'est clair qu'à la fin d'une journée de pilotage, on n'a plus trop envie voilà. de rider. Et Quoi. à la fin d'une saison, quand on a passé le mars, avril, les giboulées, avoir les pieds constamment mouillés, des crevasses partout au doigt, et puis après s'enchaîner sur une grosse saison d'été, et puis finir. Non, c'est un métier, Ouais, c'est costaud. Ouais. c'est pas les doigts de pied en éventail, hein, Ouais. vraiment. Donc faut mesurer tout ça. On, on idéalise toujours ce qu'on voit, mais tant qu'on connaît pas vraiment la chose, on peut pas l'imaginer. Donc c'est bien. Je pense que aujourd'hui, si je devais refaire ce projet, je pense que je le ferais quoi qu'il arrive. Mais peut-être que j'aurais essayé d'avoir plus d'expérience dans des câbles. C'est-à-dire faire une ou deux saisons complètes en tant qu'opérateur. C'est des choses que j'ai jamais faites avant. Ouais. Je me suis tout de suite lancé comme exploitant. J'ai un peu piloté au BCP, etc. Mais jamais une saison complète. Donc c'était toujours des coups de main, des trucs en bénévolat, machin. Et c'est un métier. C'est un métier qui est enfin, être exploitant d'une base comme celle-ci, c'est un métier qui est super complet parce qu'il faut savoir faire de la technique, il faut savoir faire du management, de l'administratif. Donc c'est super enrichissant. Mais on peut vite se perdre si on n'est pas bien entouré. Ok, le message est passé. Maintenant, ce serait plutôt quel est le plus beau succès dont tu es le plus fier? Est-ce que c'est ça, finalement? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu plus particulier? Peut-être les compètes Unit Axe ou un moment particulier? Ouais, c'est plutôt l'ensemble de se dire qu'aujourd'hui, les riders un peu les riders du monde entier connaissent la source. Ouais. Alors c'est un peu prétentieux de dire ça, mais je pense que c'est pas faux parce que grâce aux vidéos de nos riders qui en voient bien ici et qui font un super taf sur leurs réseaux sociaux, etc. Bah, grâce à eux, on est connu. Ouais, je pense que c'est ça, c'est de se dire. D'être reconnu par ses pairs, c'est un peu Ouais, moi je pense que. une fierté, c'est clair. Et puis les personnes qui viennent, qui font plusieurs centaines de kilomètres pour se dire je veux venir à la source et qui prennent une petite photo là devant l'enseigne, mais c'est des petites choses, mais c'est. Ça veut dire beaucoup, c'est Ouais, clair. c'est vachement. Ouais, c'est une belle reconnaissance. Vraiment une belle reconnaissance à ce niveau-là. C'est plutôt sur la partie wake parce que c'était le leitmotiv, c'était le projet de base. Après, il y a plein de choses qui sont cool, tu vois, le fait que l'entreprise grandisse et prospère, ça c'est chouette aussi. Mais ouais, je pense que c'est plutôt ça, le fait d'avoir une image et un nom qui soit connu à l'international, ça c'est vraiment chouette. Ouais. Ouais, c'est clair. C'est beau. T'as parlé de tout. Enfin, on en a parlé de quelques projets à droite à gauche qui allaient arriver dans les années à venir. Si tu peux nous résumer ce qui va se passer là pour la suite. C'est Alors, la suite à la source? On va dire à court terme, la saison prochaine, il y aura le Pool Gap qui sera en place. Normalement, un resto à l'année. Et puis à plus long terme, l'idée c'est de maîtriser l'ensemble du site ici, l'ensemble du plan d'eau des 50 ou 60 hectares. Et de proposer d'autres formes de glisse qui sont justement plutôt qui vont utiliser ce qui nous est aujourd'hui défavorable quand on a des coups de vent. Ce que tu disais tout à l'heure. Donc travailler
travailler la planche, la wing, etc. Vraiment, toujours avoir cette espèce de notion et d'essence, tu vois, d'ADN glisse. Je vais jamais faire de la baignade, par exemple. C'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Parce que c'est pas mon métier. C'est déjà, quand on a monté l'aquapark, c'était un petit peu, je vais pas dire à contre-cœur, parce que c'est quelque chose qu'il fallait faire pour le bien de la boîte. Mais moi, j'y suis allé peut-être une fois. On l'a ouvert en 2017. Ça fait 5 ans. Je suis allé une fois sur l'aquapark pour rigoler un soir avec l'équipe. Mais c'est pas... Voilà, ça, c'est vraiment au service du reste. C'est ce qui va permettre d'avoir un équilibre financier pour la source et puis de pouvoir acheter des nouveaux modules, acheter des matériaux pour en faire. Je le vois vraiment comme ça. Devenir un aquapark, ça m'intéresse pas. C'est honnête et c'est clair sur ta ligne de projet, quoi. C'est ça qui est... Ben, si on veut avoir les moyens de faire des choses correctes et puis des belles choses sur le téléski, voilà, il faut aussi aller chercher un peu l'argent ailleurs. Parce que c'est un commerce, hein. Il faut en parler sans tabou. Aujourd'hui, nous, c'est ce qui nous fait vivre, c'est notre métier. Donc voilà, à terme, l'idée, c'est quand même de continuer à développer les sports de glisse, parce que ça fait partie de ce qui nous fait vibrer, que ce soit moi, ma femme ou les gens qui sont ici. Donc voilà, c'est plutôt partir là-dessus et à terme avoir quelque chose un pôle complet orienté glisse aquatique. Okay. Pour le pool là, qui est en train de se faire, ouais. Est-ce que c'est pareil, tu vas faire participer les riders à la création du truc? Alors là, c'est Clément et Jules commencent déjà à bosser dessus. Ok. Jules a fait quelques SketchUp, il en a discuté avec Clem. Après, on a vraiment le projet d'avoir un pool gap qui soit très évolutif. Donc, on pourra bouger les rails très rapidement. On essaie de travailler un truc vraiment Lego, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Ah, c'est classe. Pour répondre, que les gens se lassent pas, et puis répondre aussi aux besoins selon la pratique et l'événement qu'on peut faire dessus. Ouais, qui soit accessible pour toutes les disciplines. Exactement. Et par contre, ça, c'est au niveau du bassin. On est encore en train de réfléchir à comment ça va se passer. Le bassin est fait, mais bon, il peut encore être un peu remodelé avant le truc final, parce qu'on veut vraiment que ce soit accessible skate et wake. Et c'est vrai que les deux sont un petit peu divergents. Ouais, sans où les skateurs veulent pas que ce soit trop haut. Pour pas ou pas trop long aussi. Pas trop long, pas trop haut. Et puis les wakeboarders veulent que ce soit long et haut. Donc on doit vraiment ménager la chèvre et le chou là, donc c'est compliqué. Au moins là, t'as deux riders. Ouais, et puis bon, très haut niveau. Je pense que pour le skate, on va demander aussi à Léo, Clem et Max ouais, c'est ça. Leur avis. C'est top d'avoir autant de riders qui. Enfin, ça, c'est vraiment une chance. Qui t'aident et qui ont envie en plus, qui font ça de bonne volonté, quoi. C'est trop cool. Ça, c'est la plus belle collab qu'on a pu avoir ici, c'est ça. C'est les échanges qu'on a avec les riders. Même si, à un moment donné, on perd un peu le fil. Enfin, moi vieillissant, je perds un peu le fil. J'ai plus les capacités physiques et puis les idées que eux ont. Mais il faut toujours rester à l'écoute. Ça, c'est quand même un truc qui est hyper important. C'est depuis le début, moi, je voulais un parc qui soit un parc de riders et où on fabrique du rider. Donc ouvert aussi aux débutants et essayer de leur donner l'envie de continuer. On explique vraiment aux gens, attention, le téléski, c'est pas un tour de manège. C'est pas que on va vous initier à un sport. Ouais. On le présente vraiment comme ça parce que c'est le cas. Et moi, je vais pas dire que je me bats, mais quand même, j'explique aux gens, c'est un sport avec ces athlètes qui performent autant que sur d'autres sports. Pour eux, c'est le côté un peu loisir. On fait des tours de lac l'été, mais on essaie de leur expliquer aussi, attention, il y a des gens qui sont professionnels là-dedans. C'est leur sport, ils s'entraînent pour ça, ils ont des capacités physiques d'athlètes de haut niveau.
Et puis c'est vrai, quand ils les voient à l'eau, ils se rendent compte un peu de la chose. Mais moi, j'aurais toujours, en tout cas, cet esprit, cette idée en tête de se dire je veux pas que mon téléski ce soit un manège. C'est hors de question. Hors de question. Ouais, de toute façon, ça fait plaisir d'entendre cette vision-là parce que c'est clair qu'il n'y a que comme ça que le sport il sera reconnu comme un sport et que ça se développera vraiment dans cette dynamique-là. Donc, Mais par rapport à l'avenir du wake, je pense que un jour, ouais, ce sera. Bon, il y avait l'histoire des JO, si ça peut se faire, c'est bien, mais bon, je suis pas sûr que ce soit demain la veille. Mais je pense en tout cas que ça le mérite, et ça mérite d'être au devant, sur le devant de la scène, comme les autres sports les sports de glisse le sont aujourd'hui, comme le surf a pu. Bon, il y a un grand historique sur le surf, mais je souhaite que le wakeboard arrive un jour à cette reconnaissance de la part du public, et que le public vienne voir les riders en compète. Ouais. Peut-être un jour. Mais venez à la source faire du wake skate. Vous allez toujours trouver quelqu'un de toute façon que vous avez envie de voir rider en général. Et ça, c'est plutôt cool parce qu'en plus les riders qui passent ici, que ce soit Jules, Clem, Camille, Léo, tous les wake skaters, ils sont super ouverts. Et en fait, oui, ils sont accessibles, sont super accessibles, c'est pas des stars, quoi. Et en général, les personnes qui viennent ici disent je l'ai vu et tout ça, je l'ai vu dans des vidéos et tout, mais de le voir rider en vrai, c'est trop bien et tout ça. Et en général, ils ont en plus ce petit truc, en plus que les riders communiquent ici. Et ça, c'est super important. C'est un truc qu'il faut pas qu'on perde non plus. C'est qu'on est un sport qui est quand même jeune, mais sur lesquels il faut qu'il y ait cette communication et qu'il n'y ait pas cette espèce de tu sais, piédestal. Ouais. Moi, j'ose pas aller parler, ou alors le pro, il est très détaché de tout le reste. Et attention, parce que des fois, ça peut brider aussi, tu vois, des petits jeunes qui ont envie de s'y mettre, et puis quand d'un coup il y a leur idole qui leur parle, mais ça les booste encore plus, quoi. Et je pense qu'on est encore dans un niveau dans nos sports où il faut que ça on le préserve et qu'on le cultive. Ça, c'est super important. Grave. Et écoute, merci beaucoup. C'était avec plaisir. C'était merci pour l'intérêt pour la source. C'est la source, quoi. Il fallait qu'on passe, quoi. Non, mais c'est chouette. Ouais, tu vois, ça, c'est une belle reconnaissance. Non, mais c'est clair, c'est vrai que ça fait un moment qu'on en parle. Moi, je passe pas souvent par Toulouse, mais là, c'était l'occasion. On était passé en 2016 ou en 2017 avec Rip Curl quand je travaillais. Tout à fait. Et ça a bien changé depuis. Et c'est génial, la dynamique qui est donnée. Donc, on espère que normalement, ça continuer, continuera. Quels événements il y a eu cette année là déjà? Donc on parlait du Wakeset Weekend qui est passé. Léo? Ouais, on a un stage qui est encadré par Antoine, Hugo et Clément. Stage Wake. Ça se passe en août sur plusieurs jours. Ouvert à tous les niveaux? Il faut quand même déjà être en pratique sur module. Ok. Ouais. L'idée, c'est pour les confirmer, quoi, on va dire. Perfectionnement module. Au moins être quand même autonome, savoir prendre un kicker et une box. L'idée, c'est ça. C'est un petit peu comme le comment s'appelait le French Wake Camp qu'animait Hugo et Nance. L'idée, c'est ça, c'est de proposer aux gens, voilà, de passer un stade un peu supérieur sur les obstacles. Donc ça en août. Ça, c'est en août. Peut-être un autre Wakeskate Weekend en septembre, mais ça, il faut voir selon le planning de Léo. Mais comme ça avait été vraiment, vraiment apprécié, on avait passé un bon moment. Moi, j'aimerais que ça se refasse. Maintenant, lui, il a ses plannings et tout ça, il est quand même bien pris. Donc, sinon, ce sera l'année prochaine. Et puis après, normalement, pas de compète cette année. On veut garder un créneau pour l'inauguration du Pool Gap. Et là, faire une jolie compète sur le Pool Gap pour son inauguration. Et puis peut-être un autre événement Wakeskate dont on a parlé tout à l'heure.
Ah oui, le fameux. Voilà. Mais ouais, ce serait top. Ah ouais, donc un vrai événement pour l'inauguration, ça annonce déjà. Ouais, non, un truc cool. ça c'est sûr, ça sera fait. Alors, peut-être qu'on fera un format associé si c'est vachement, si c'est suivi et qu'on a pas mal d'inscriptions. Peut-être qu'on fera un événement couplé, full size. En fait, on a cet avantage quand même d'avoir le full size à côté, où les riders peuvent s'entraîner, s'échauffer sur le full. Parce que c'est vrai que sur un bipool seul, Ouais, si on a 40 riders, c'est compliqué, quoi. On les connaît, les compètes Ouais. sur Bipoulis, c'est toujours C'est un compliqué peu pour les compliqué, trainings. donc, Ouais. donc ça, c'est une chance d'avoir ici le full à côté. Donc pourquoi pas aussi faire des jams dessus. En tout cas, si on fait des compètes, ce sera forcément sous forme de jam. Ouais. C'est parce que c'est plus cool pour les riders, c'est plus cool pour le public aussi. Bah surtout Enfin là tu parles du wakeskate ou du wakeboard? Wakeboard aussi, je Ouais. trouve que... Je trouve que pour le wakeskate, c'est clair que la jam, Ah pour oui. le coup, Ouais, enfin, tu tombes tellement facilement en skate que... ouais. Mais même pour le wake, je trouve que c'est assez cool. Moi, quand j'ai fait quelques compètes à mon jeune âge, Mhm. j'ai quand même toujours pris beaucoup plus de plaisir en jam Ouais. qu'en truc tout seul, format tout seul. Où Ouais. Bah, où t'as deux chances et puis quand c'est fini quoi. voilà, c'est fini. Après, c'est le format qui veut ça. Ça fait partie du jeu. Mais c'est vrai que je pense que même en termes de Le spectacle. spectacle et puis de relationnel entre riders, tu sais, l'esprit de compète n'est pas le même. Ouais, Je ouais, pense. ouais. En jam, quand déjà on se chauffe plus parce qu'on se suit. Donc, Ouais, c'est vrai. Puis pour le coup, la machine, elle est faite comme ça, autant l'utiliser comme ça exactement. Ouais. pour rendre le truc plus cool. C'est Ouais. clair que c'est une bonne idée. Ouais. En tout cas, moi, quand je l'ai fait, je sais que j'avais toujours beaucoup plus de motive et que je pense que je ridais mieux en jam. Ouais. Puis t'as le temps justement de monter en confiance, Exactement. crescendo. Ouais, c'est ça. Donc ce sera forcément sous ces formats-là. Je trouve que c'est vraiment beaucoup plus intéressant pour tout le monde. Ça marche. Ok, bah merci beaucoup, Voilà. franchement, Merci, Xavier. Merci de nous avoir accueillis ici à la source et puis on te souhaite une bonne continuation pour la saison et pour les années futures. En tout cas, c'est trop cool. Merci pour le ride, merci pour l'Irish Coffee. À très Non, bien. pas l'Irish Coffee, le Ice Coffee. C'était très bon. On conseille aussi tous les gens qui rident pas mais qui accompagnent de venir boire un petit coup au resto qui est vraiment top et qui va s'agrandir, tu Et disais. qui va s'agrandir. En tout cas, un accueil parfait ici. Merci encore. Merci, et puis à bientôt peut-être pour le live d'une compète. Ouh, ok, avec plaisir, ça marche. Merci Xavier. Super. Merci À Xavier. la prochaine. À bientôt. Ciao. Re-salut Xav. Re-salut Xav aussi. Alors on va être honnête avec les auditeurs. On a enregistré hier une première partie, quasiment l'intégralité du podcast, et j'ai oublié ma question phare, la petite question qu'on demande à la fin à chaque invité. Et c'est pour ça que je suis revenu aujourd'hui. Ouais. Uniquement pour ça. Uniquement pour ça. Ça va que j'étais pas loin, j'étais à Bagnères de Luchon. C'était très sympa, un petit hôtel dans la montagne au milieu des Pyrénées, c'était très cool. Donc je suis revenu par ici et j'en ai profité pour repasser sur le spot de la source. Et je t'ai cassé dans ton élan, t'étais en train de refaire... De reboucher des trous sur la route. Ouais, de reboucher l'entrée du parking. Ouais. Parce qu'il y a un invité de marque qui va venir bientôt. Demain, oui, demain. Le préfet de région qui vient visiter le site. Ça c'est intéressant, tu peux peut-être en parler un tout petit peu. Pourquoi le préfet de région vient faire un petit tour ici? En fait, c'est les services de contrôle de l'État qui se sont approchés de nous en nous proposant une espèce d'échange collaboratif. Eux, à l'approche de l'été et des fortes chaleurs, souhaitent communiquer sur la façon dont ils contrôlent les établissements comme les nôtres, qui tournent à plein régime en été, et donc contrôle global. C'est-à-dire contrôle vétérinaire, sanitaire, agence régionale de santé, jeunesse et sport. La totale. Répression des fraudes. Donc voilà, on prend. Donc ils se sont d'abord présentés à moi en me demandant si ça pouvait m'intéresser, puisqu'on faisait partie des quelques sites référents. Qu'ils ont vraiment identifié comme étant des très bons sites. Quoi. Des sites qui potentiellement leur permettaient de faire ce type d'opération sur un seul site. C'est-à-dire que tous les organismes de contrôle de l'État puissent être représentés sur un même site. Le but étant de faire un pré-audit, donc une semaine avant,
et une semaine plus tard faire passer le préfet de région pour lui montrer voilà, leur travail à eux en termes de contrôle de protection des populations et la façon dont ça peut être fait en collaboration avec une entreprise privée. Donc c'est quand même une belle reconnaissance pour nous. C'est génial. C'est la deuxième fois que le préfet de région fait ça depuis qu'il est à ce poste, et la première c'était un zoo à Plaisance du Touche qui est vraiment un très très gros zoo African Safari, donc d'être mis un peu sur le même hauteur, c'est super flatteur, ça met la pression, mais c'est flatteur. Donc il fallait reboucher les trous de l'entrée pour pas que monsieur le préfet se fasse secouer dans sa berline demain matin. Okay, ça marche. Merci du coup d'avoir accepté de ranger comme ça, toi tu pourras repartir tranquillement avec ton van. Merci. Voilà, sans te faire secouer non plus. C'était principalement pour toi que je l'ai fait. Merci. Parfait. Du coup, on en arrive à la question finale. Ouais. La question finale à chaque fois pour l'invité qui répond au podcast, c'est de savoir quel autre invité il aimerait voir dans un prochain épisode du podcast. Alors, moi j'aimerais assez que Jules Charot puisse s'exprimer et s'entretenir avec toi, parce que déjà c'est un copain, un ami même, et je pense que c'est quelqu'un qui fait vachement évoluer le wake français aujourd'hui, de par son côté performance sportive. Et puis bon, c'est un personnage à part entière, et je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été retenu par Red Bull. C'est qu'au-delà d'être un bon rider, c'est quelqu'un qui est complet, que ce soit dans sa vie de sportif et aussi sa vie perso, culturellement. Donc Jules, c'est le wake skate, le skate, il est vraiment imprégné de ça depuis qu'il est gamin, donc il est vraiment transdisciplinaire, et je pense que ça nourrit beaucoup aussi son ride. Et après, il a plein de côtés hyper intéressants sur le côté plus artistique, musical, plastique, etc. T'as tout. Et on en parlait hier, le wake commence, je pense, à avoir une maturité et une certaine culture. Et je pense qu'il fait partie des personnes qui sont un peu motrices là-dedans. Donc je pense que ce serait pas mal d'en savoir un peu plus sur lui et puis sur sa vision du wakeboard. Ouais, carrément. Voilà, donc ce serait plutôt Jules Charot. Ça marche, c'est noté. C'est vrai qu'on aura plaisir à aller le rencontrer et à discuter avec lui. Merci pour cette recommandation. Avec grand plaisir. Et puis voilà, on se dit vraiment au revoir. À la prochaine. À bientôt. Merci David. Ciao. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Je vous remercie pour votre écoute et je vous rappelle que vous pouvez retrouver Studio Wake Park sur Instagram pour les coulisses, sur YouTube et aussi sur Twitch pour les événements en direct. Je vous dis à bientôt. Ciao!